Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. C'est la matinale des régionales pour l'Île-de-France avec Valérie Pécresse qui est notre invitée ce matin. Évidemment, un climat politique aussi national. Beaucoup de questions. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Est-ce que vous considérez que pour votre élection, comme pour la présidentielle, la bombe de l'immigration sur ces flots de migrants qui bougent dans le monde va être au centre des préoccupations politiques et peut-être est-ce que c'est au centre des questions qui vous sont posées ? Bien entendu, c'est une question qui inquiète énormément les Français parce que Michel Rocard avait tout résumé en une phrase. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Si je prends juste l'Île-de-France, nous avons d'ores et déjà des dizaines de bidonvilles dans l'Île-de-France installés. On a parlé du campement de la Chapelle que j'ai été voir et dont j'avais demandé le démantèlement, mais on l'a vu parce qu'il était dans Paris. Mais tous ceux qui sont hors de Paris, qui les voient. Donc le sujet... Quand Anne Hidalgo réclame justement la possibilité de réinstaller à Paris, disons, un campement mieux organisé dans la région, vous lui répondriez quoi ce matin ? Le sujet, c'est que fait-on pour le retour? Quel est le plan de retour de tous ces migrants en situation irrégulière dans leur pays? Qu'ils soient déboutés du droit d'asile, qu'ils soient en situation clandestine, qu'ils soient, soi-disant, en transit en France pour aller vers d'autres destinations. L'Angleterre en général. Nous devons accélérer le processus de retour. Et dans le plan Cazeneuve qui a été présenté hier, il n'y a rien sur cette question du retour. Et par ailleurs, nous devons mobiliser l'Europe sur une politique de blocage des arrivées. Et je le dis... Vous savez, Valérie Pécresse, que ça ne marche pas pour l'instant parce que personne n'est d'accord. Mais il faut mettre d'accord l'Europe. Il faut une volonté. Il faut une volonté politique. Je veux dire, quand Nicolas Sarkozy était président de la République, il allait au Conseil européen et tapait du poing sur la table. Où est le leadership européen de la France? Nous devons organiser un blocus maritime pour empêcher les bateaux de quitter les côtes libyennes. Et actuellement, quand Matteo Renzi commence à s'énerver en considérant que personne ne l'aide finalement, puisque les migrants arrivent chez lui et après ils sont bloqués aux frontières. Oui, mais c'est un peu aussi aide-toi et le ciel t'aidera. Matteo Renzi doit soutenir cette position d'un blocus maritime en Méditerranée. On doit empêcher les passeurs de passer. C'est tout un modèle économique qui doit être combattu. Nous devons absolument nous mettre en ordre de marche. On organise des blocus contre la Russie quand elle envahit l'Ukraine. On doit quand elle attaque l'Ukraine, on doit pouvoir aujourd'hui organiser un blocus contre les passeurs de migrants en Méditerranée. Une motion de censure, donc aujourd'hui, de l'opposition contre la loi Macron et ce qui a été décidé, c'est-à-dire le 49.3. Je ne vais pas revenir dans le détail de la loi, mais sur le plan politique, au fond, le discours qui est tenu par Emmanuel Macron à la télévision et par Manuel Valls, c'est nous les réformateurs, on ira jusqu'au bout et finalement la droite n'a rien fait. C'est un peu ça qu'ils disent, ils nous critiquent. Mais au fond, qu'ont-ils fait sur tous les sujets qu'on aborde? C'est ça leur bilan. Mais on a fait énormément et on a fait tout contre la gauche, qui d'ailleurs a détricoté en arrivant une réforme absolument majeure que j'avais portée sur les fonds baptismaux, qui était la TVA anti-délocalisation, c'est-à-dire la baisse massive des charges sociales contre une hausse de la TVA sur les biens d'équipement qui sont très fortement importé, qui aurait permis de relocaliser de l'emploi en France. Cette réforme, avoir supprimé cette réforme pour la gauche, c'est une faute majeure dans un contexte où les donc prix vous baissent. déniez les accusations qui vous sont portées. Mais bien évidemment, la bonne réforme de croissance, la bonne réforme, c'est la loi Macron du Sénat, c'est celle qui relevait les seuils sociaux des entreprises, c'est celle qui permettait de travailler sur une vraie simplification et une vraie diminution des contraintes du droit du travail. Est-ce que vous considérez le gouvernement est revenu dessus. Mais est-ce que vous considérez que le gouvernement n'a plus de majorité ? Et que de toute façon, pendant la fin du quinquennat de François Hollande, rien ne pourra se faire parce qu'il n'y a plus de majorité, sauf à gouverner par 49.3 matin, midi et soir. Mais on ne peut pas gouverner par 49.3 matin, midi et soir, puisqu'il ne peut être utilisé qu'une fois par session. Le sujet, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, le gouvernement n'a plus de majorité. Cette majorité est fracturée. Le pseudo-consensus du Congrès de Poitiers a vécu. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui est très fragile. Mais il est très fragile pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas s'engager dans un vrai processus de réforme, de simplification du droit du travail, de réforme de l'assurance chômage. Des réformes. C'est exactement le contraire de ce que disait Emmanuel Macron à la une des Échos hier. Il s'est dit, même François Rebsamen qui était à votre place, il dit c'est moi le ministre du Travail, c'est moi le ministre du Travail. Vous avez entendu, c'est pas Macron. Et Macron l'a écrit noir sur blanc. Et on va s'y mettre.
non seulement on ne s'y met pas, mais tous les rapports s'accumulent pour dire que la France est très en retard. On a un peu de croissance qui arrive et qui est acquis parce qu'on est tiré par le vent extérieur. Mais les moteurs de la croissance, les moteurs internes de la croissance en France sont à l'arrêt et notre chômage est le double de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne. Donc il faut quand même qu'on s'interroge sur le fait que l'assouplissement du droit du travail, la remontée des seuils sociaux dans les PME, la réforme de l'assurance chômage, la réforme du compte pénibilité, toutes ces réformes-là doivent être absolument mises à l'agenda. Et la semaine prochaine arrive la loi sur les compétences des collectivités locales. Là aussi, quel formidable loupé de la part du gouvernement qui nous avait annoncé la suppression d'un échelon administratif et qui va nous en rajouter un, notamment en Ile-de-France avec la métropole. Les élections régionales sont évidemment un test très important pour la droite. J'ai une question personnelle à vous poser concernant le leadership à droite. On ne sait pas très bien finalement qui vous défendez, vous, dans la bataille qui s'annonce entre... Alors on vous a vu proche de François Fillon, vous venez de citer Nicolas Sarkozy, dont vous avez été donc la ministre. Mais au fond, de quel côté penche votre cœur dans cette affaire qui va être cruciale? Aujourd'hui, excusez-moi, 2015 c'est 2015, 2016 c'est 2016. Ne nous trompons pas de date ni d'échéance. Le sujet aujourd'hui des régionales, c'est d'avoir une droite rassemblée. Et une droite rassemblée avec les centres. Et je ne répondrai pas à votre question parce que tout simplement, je ne connais pas encore la réponse. En 2016, je voterai pour le candidat. C'est de la prudence ou c'est parce que... Non, c'est pas de la prudence, c'est juste que c'est pas... On a le droit d'être prudente, c'est pas un défaut. Mais non, c'est pas le moment. Aujourd'hui, je me sens très proche de François Fillon parce qu'aujourd'hui, je pense que François est celui qui défend le mieux l'idée de réforme dans notre pays. Et je suis profondément une réformatrice. Je veux de la simplification. Je veux de l'accélération. C'est ça dont les Français ont besoin. Les acteurs économiques, les artistes, les créateurs, les jeunes. Ils ont besoin que la France aille plus vite pour construire, mettons une liaison avec Roissy, pour envisager la création d'emplois, pour libérer les énergies. Donc on a besoin d'accélération et de simplification, ça s'appelle la réforme et il faut s'engager dans cette... Barthelone a lancé sa campagne en réunissant même les frondeurs. Vous avez un problème avec les centristes qui doit être réglé, semble-t-il, dans les semaines qui viennent, en tout cas probablement à la sortie de l'été. Qu'est-ce qui cloche en fait? C'est qu'ils veulent quoi? Ils mettent comme condition de participer à la primaire de 2016? J'ai une excellente relation avec les centristes, puisque vous l'avez très bien dit, il y a plusieurs centres. Il y a Chantal Joanneau, il y a Marielle de Sarnez, donc 2 listes centristes en Ile-de-France. J'ai d'excellentes relations avec ces 2 listes et nous avançons tranquillement sur le chemin de l'union. Moi, je ne suis pas inquiète. Mais quand à la sortie de l'été, avant l'été, pendant l'été... Écoutez, Guillaume Durand, vous verrez, je comprends que ça non, je pose la question, ça concerne absolument tout le monde. L'important, me semble-t-il, c'est qu'on soit unis avant le premier tour et nous y travaillons. Mais justement, vous menez une campagne de terrain, mais est-ce que leur arrière-pensée à eux, c'est d'intégrer dans cette alliance la participation à la primaire? Je repose ma question, mais c'est un peu ça qui sort de la lecture des journaux. C'est on veut bien aller avec Pécresse à condition qu'on nous laisse une place à la primaire. Non, je crois pas que ce soit le sujet. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Cette histoire, vous savez, mélanger les régionales et la primaire, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Ouais. Personnellement, ce que je souhaite en 2016, c'est que les centristes participent à la primaire. Pourquoi? Tout simplement parce que pour gagner, nous devons avoir un candidat unique de la droite et du centre. Et pour que ce candidat unique ait toute sa légitimité, il faut qu'il ait été choisi selon le même processus de sélection. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux candidats centristes de participer à la primaire. Mais je crois que c'est tout à fait l'intention des Républicains. Grande question concernant la région parisienne, ce sont les embouteillages, quand il y a des manifestations, quand il y a des grandes visites de chefs d'État. On a toujours l'impression que tout d'un coup, comme à Londres d'ailleurs, c'est pas une spécialité française, tout devient engorgé. Est-ce que vous avez, de ce point de vue-là, une solution? Ah, Guillaume Durand, qu'est-ce que je suis heureuse de vous entendre parler d'un mot qui semble être complètement rayé du vocabulaire de la gauche, qui est le mot embouteillage. Nous n'avons jamais été aussi pollués en Ile-de-France. Et pourtant, le PS, les Verts, dirigent la région depuis 17 ans. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est mis un tabou mental, qui est celui de parler de la circulation automobile en Ile-de-France. Madame Hidalgo a fait un plan de circulation dans Paris qui thrombose Paris. Et par ailleurs, la région socialiste a construit... Pardon, je finis. La région Île-de-France a construit sa légitimité sur une opposition totalement stérile entre route et transport en commun. Une opposition stérile parce qu'aujourd'hui, les bons transports en commun, ils doivent rouler sur un chemin qui s'appelle la route. Et les transports en commun pas chers,
c'est Monsieur Macron qui le dit, c'est les bus. Et les bus, aujourd'hui, on doit leur donner des voies dédiées, de même que les taxis ou les VTC. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple. Nous devons refaire des investissements routiers en Ile-de-France. Nous avons le plus grand bouchon d'Europe, celui de la 4, la 86. Nous avons un département, le Val d'Oise, qui est même pas relié au périphérique. La 15 arrive sur Gennevilliers. Donc le sujet, c'est qu'on a créé des goulets d'étranglement. Et la solution de la maire de Paris, c'est de nous dire interdisons les voitures dans Paris. Mais de qui on se moque? Si on pouvait arriver jusqu'à Paris... Par exemple, dans le centre de Paris, quand il est question de ramener, de descendre les vitesses à 20 km/h, elles sont déjà descendues. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de traverser Paris pendant la journée? Quelqu'un a déjà essayé de se rendre gare de l'Est, gare du Nord, comme tout le monde? Ça avance quand même, on n'est pas... Ça avance. Écoutez, moi j'ai pris la rue de Rivoli. Il n'y avait pas de chef d'État étranger. Il n'y avait pas de chef d'État étranger. J'ai pris la rue de Rivoli. Je me suis dit, oh là là, c'est fini maintenant. Alors évidemment, on nous dit, c'est fait exprès, c'est pour dissuader les Franciliens de prendre leur voiture. Les Verts l'ont dit carrément d'ailleurs. Hein, mais oui, mais attendez, ça... Il n'y a rien de plus égoïste. Il y a 75% de l'Île-de-France qui est rurale. Moi, je suis élu d'une ville, Vélizy-Villacoublay, où il y avait 35 000 salariés qui arrivaient tous les jours et pendant 40 ans, on n'a pas eu de transport en commun. Donc, il y a un moment, il faut qu'on dise à tout le monde qu'il y a des privilégiés qui ont les transports en commun, d'autres qui n'ont pas le choix que de prendre la voiture et que c'est eux qu'il faut aider en faisant des parkings aux portes de Paris qui doivent être cofinancés par la mairie de Paris et en s'attaquant au problème des bouchons sans tabou et dans une volonté de discuter avec les concessionnaires autoroutiers. Merci beaucoup Valérie Pécresse, donc qui dirige la campagne donc l'opposition pour les régionales. Donc en Ile-de-France, et les petits bruits que vous entendez, c'est tout simplement les enfants qui rentrent à l'école. Ce matin, il est 8h28. Dans un instant, évidemment, on va retrouver Sophie Paolini et nos amis de LCI que je félicite et j'embrasse ce matin après cette décision du Conseil d'État qui doit leur aller droit au cœur. Et par